Une production des studios Bass. Ce hors-série est une présentation de NextDrive, un réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Confiez l'entretien et la réparation de votre VE à des techniciens certifiés et propulsés par NAPA. Hors série. Alors, je reçois aujourd'hui Antoine Joubert, qui est chroniqueur automobile bien connu et co-auteur du Guide de l'auto. Antoine Joubert, bonjour. Bonjour. Écoute, on se rencontre aujourd'hui pour parler de la nouvelle parution du Guide de l'auto. On est rendu à quelle édition? Ça fait longtemps que ça roule, ça. Ça fait longtemps que ça roule. 59e édition. On se prépare déjà pour la 60e l'année prochaine. Alors, C'est pas d'hier que ça existe. Et évidemment, c'est un ouvrage qui a été inventé littéralement par Jacques Duval, qui nous a malheureusement quittés cette année. Et c'est la raison pour laquelle on lui rend hommage dans le Guide de l'auto cette année. Il y a un dossier spécial sur sa carrière dans le Guide de l'auto, sur les faits marquants de certains articles ou certains véhicules qu'il a pu conduire au fil des années. Tout à fait. Écoute, j'ai envie de te demander d'entrée de jeu, on sait qu'il y a plusieurs volumes qu'on peut se procurer qui parlent de voitures. Qu'est-ce qui différencie le Guide de l'auto des autres? C'est quoi sa couleur, sa particularité? Évidemment que les matchs comparatifs, ça a toujours été une signature du Guide de l'auto depuis des décennies. Alors, c'est une formule qui aujourd'hui est peut-être un peu plus répandue. On voit ça un peu partout, mais il y en demeure pas moins que le Guide de l'auto a commencé ça il y a très, très, très longtemps. D'ailleurs, on en présente un qui date du début des années 80 dans le dossier de Jacques Duval. Alors, c'est un élément où vous allez avec lequel vous allez voir une différenciation face à la compétition. Et il y a aussi des prix réels de véhicules en location, en financement que vous allez retrouver dans le livre. C'est-à-dire que pour vous donner une idée plus précise de ce que peut coûter mensuellement un véhicule, on vous donne des exemples de chiffres réels en incluant les frais de transport, de réparation, les taxes, tout ça. Alors, ça coûte combien si on décide de louer ou de financer tel ou tel modèle? Ça, vous ne retrouverez pas ça ailleurs. Puis il y a toujours des astérix, des frais cachés, des ci, de ça. Alors ça, on a décidé de les inclure pour avoir vraiment une image très précise de ce que peut coûter un véhicule aujourd'hui en 2024 ou 2025. Oui, puis c'est une bonne chose parce que c'est toujours un casse-tête. Il y a des manufacturiers qui vont donner des prix sans taxes, d'autres avec les taxes. Certains incluent la préparation, d'autres non. Puis on se retrouve avec des chiffres là, qui veulent souvent plus ou moins rien dire quand on compare avec la mensualité réelle qu'on paye versus le prix qu'on nous avait annoncé d'entrée de jeu. Donc, c'est intéressant d'être capable de les comparer avec des données un peu plus réalistes. Écoute, voilà. Tu fais pas ce guide-là tout seul, tu as quand même des gens de renom avec toi. Parle-nous donc des co-auteurs avec toi. Évidemment que Marc Lachapelle et Gabriel Gélinas sont les deux doyens, je devrais dire, du Guide de l'auto, parce qu'ils sont là depuis très longtemps. Julien Amado, Vincent Aubé, il y a beaucoup d'autres auteurs qui travaillent avec nous, là, Dominique Boucher. On est une dizaine, en fait, là, qui écrivons ce livre-là et qui se partageons la tâche de conduire les véhicules et de rédiger des articles sur chacun de ces véhicules-là. Puis évidemment qu'aujourd'hui, c'est un travail multiple lorsqu'on met à l'essai un véhicule. En ce qui me concerne, je vais en faire une vidéo, je vais en faire une chronique radio, je vais en faire un article pour le livre, pour le site web, je vais m'occuper de la photographie. Alors, c'est pas un travail qui ne consiste qu'à écrire le texte. Il y a beaucoup de crémage autour, il y a beaucoup de temps alloué à tout ça. Puis il y a de l'analyse exhaustive qui doit être faite dans la mesure où aujourd'hui, des citrons, il y en a peut-être moins qu'avant. Là. De véritables citrons, ça existe pas vraiment ou plus vraiment, mais il y a de mauvais achats. Et c'est là-dessus qu'il faut se pencher. Il y a des achats qui sont plus risqués aussi. Et l'industrie automobile change
très, très, très rapidement. C'est-à-dire que ce qui était vrai l'année passée pour un véhicule ne l'est peut-être plus aujourd'hui dans la mesure où la saveur du mois s'estompe rapidement et il y a un rapide désintérêt pour un produit qui pouvait être la grande vedette à pareille date l'année passée. Donc, lorsqu'on se procure un véhicule, il faut peut-être être capable d'anticiper que son succès n'est qu'un feu de paille et qu'il ne faut pas nécessairement se faire prendre au jeu de payer la grosse facture ou même la surenchère pour un produit qui, l'an prochain, pourrait finalement être difficilement revendable. On le voit beaucoup dans l'électrique. Il y a des véhicules qui ont été qu'on s'est arraché pendant un certain temps et aujourd'hui, il y en a des dizaines et des dizaines d'unités disponibles pour de la livraison immédiate et on met des taux de financement de location avantageux pour pouvoir les liquider. Alors, c'est complètement fou de constater à quel point il y a un changement rapide dans l'industrie et il y a une catégorie de véhicules pour lesquels ça demeure beaucoup plus stable, mais il y en a d'autres où c'est plus délicat. Volatile, ouais. Écoute, tu as parlé tantôt de Jacques Duval, puis je te ramène un peu là-dessus. Qu'est-ce que Jacques Duval... Je comprends qu'il a lancé le guide de l'auto, puis là, c'est le guide de l'auto, donc c'est tout à fait normal d'en parler suite à son décès. Mais concrètement, je dirais pour la communauté des chroniqueurs automobiles, qu'est-ce que représente Jacques Duval? Littéralement, la même chose qu'Yvon Deschamps pour les humoristes. Il a ouvert la voie. Il a ouvert la voie vers un métier qui n'existait pas dans le passé. Bon, évidemment qu'aujourd'hui, le métier ne se pratique plus de la même façon, mais n'empêche, il a été le premier au Québec, au Canada, à faire ce métier-là, inspiré d'un homme qui s'appelait Paul Frère, qui avait commencé à faire le métier du côté de l'Europe à sa façon, mais lui, il l'a amené dans une direction différente. Il a fondé le Guide de l'auto, qui demeure une institution près de 60 ans plus tard, un produit qui est invendable au Canada anglais ou aux États-Unis. Les Canadiens anglais ne comprennent pas comment expliquer ce succès au Québec d'un ouvrage comme le Guide de l'auto, alors que malgré plusieurs essais, au Canada anglais, ça n'a jamais fonctionné. Ouais. Alors, il a amené une espèce de culture automobile et une façon de consommer l'information automobile différente chez nous au Québec du reste du Canada, ouais. Littéralement. Puis tu as parlé de culture et du Canada anglais. Moi, j'ajouterais que Jacques Duval a également s'est fait un devoir de le faire en français, avec des termes en français, à une époque où c'était moins populaire. Hein, on était dans les bumpers, les wipers, puis lui s'est toujours fait un malin plaisir d'utiliser les bons mots et jusqu'à un certain point, des inculquer puis des rendre, des intégrer dans le langage populaire, ce qui fait que maintenant, les gens peuvent parler de pare-choc sans avoir peur de se faire regarder avec un regard un peu désabusé. Donc, il a vraiment travaillé le tout là avec un souci de la langue qui est tout à fait admirable en ce qui me concerne. Absolument, absolument, parce qu'il avait un français impeccable. Bon, évidemment, il y avait un français très radio-canadien. On le voyait là, à la télé dans les années 70, comment il s'exprimait bien. Alors, c'était retransmis à travers ses articles parce qu'il avait une très, très belle plume, Jacques Duval. Là. Ça faisait partie de ses grandes qualités que d'avoir une très belle plume et un vocabulaire automobile très étoffé, effectivement. Bien sûr. Écoute, on est à Silence on roule, je peux pas faire autrement que de te poser la question, quelle est la place de la voiture électrique dans le Guide de l'auto édition 2025? En fait, la voiture électrique a la place qui lui revient. Il ne faut pas, je pense, parce que c'est un sujet délicat parce que je me rends compte que de plus en plus de gens qui sont anti-véhicules à essence ou pro-véhicules électriques et ça devient un sujet de société quasi aussi important que un gouvernement nationaliste versus séparatiste. On est vraiment dans ce territoire-là, si bien qu'aujourd'hui, lorsque tu décides de trancher, de tracer une ligne et de dire, nous, on va parler que d'électrique, on va parler que de véhicules à essence, tu alimentes cette espèce de scindage qui existe entre deux types d'automobiles. Alors que pour moi, il y a de la place
pour tout ça sur le marché. L'industrie automobile intègre de plus en plus les véhicules électriques. Alors, on les intègre dans le guide de l'auto au rythme où eux s'intègrent dans l'industrie automobile, mais est-ce qu'il faut tracer une ligne et dire non, nous, on encourage que les véhicules électriques au détriment des véhicules à essence? Je pense que c'est pas l'objectif du guide de l'auto. Le guide de l'auto, c'est d'informer les gens sur tout ce qui existe en matière automobile actuellement sur le marché et d'amener les gens à prendre une décision qui leur convient le mieux. Alors, c'est en ce sens-là qu'on se dirige dans le guide de l'auto. Vous allez retrouver l'ensemble des modèles électriques, mais vous ne retrouverez pas que des sections de véhicules électriques et que des sections de véhicules à essence. Donc, c'est mélangé ensemble. C'est mélangé ensemble parce que les gens... Bon, de toute façon, la voiture électrique se démocratise. Hein? Il y a des gens pour qui... une électrique peut très bien faire et on va arriver à un point où on va se rendre compte que finalement, on conduit une électrique, ça change rien par rapport au véhicule à essence qu'on avait. Et il y a des gens qui ont eu des électriques, qui ont peut-être aimé l'expérience, mais qui vont peut-être revenir à un véhicule à essence ou à un hybride ou à un hybride rechargeable. Alors, c'est un livre de libre choix, là, littéralement, et vous allez avoir l'essentiel de l'information pour prendre une décision réfléchie. Évidemment, lorsqu'il est question d'un choix plus rationnel, parce qu'il y a aussi des véhicules de passion, des véhicules qui sont inaccessibles pour 99% de la population et qui se retrouvent aussi dans le guide de l'auto parce que ça sert aussi à rêver, le guide de l'auto. Bien sûr, il n'y a rien qui fait rêver plus et mieux qu'une belle bagnole, c'est bien certain. Ouais. Étant donné que tu as dit tantôt que vous compariez, là, il y a des matchs comparatifs entre des véhicules, est-ce que les véhicules électriques sont comparés à d'autres véhicules électriques ou vous allez plutôt y aller avec le même type de segment de véhicules? Donc, par exemple, vous avez un petit SUV, vous pourriez comparer un petit SUV électrique avec un petit SUV à essence. Comment les comparatifs se font, sachant qu'il y a des motorisations différentes, donc des contextes et des capacités d'utilisation assez différentes également? Question intéressante parce qu'évidemment, les gens se posent encore la question à savoir est-ce que je devrais aller vers un VUS traditionnel, un hybride rechargeable, un tout électrique. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu assez d'offres dans certains segments pour qu'on mélange le tout comme s'il n'y avait pas de distinction. Alors, les matchs comparatifs qui ont été réalisés jusqu'à maintenant avec des véhicules électriques ne consistaient qu'en des véhicules électriques. Est-ce que ça va changer dans les prochaines années? Vous pouvez en être certain. Et cette année, on s'est concentré sur les véhicules électriques les moins chers parce que l'industrie a littéralement abandonné tout ce qui était abordable en matière de véhicules électriques. On peut compter sur les doigts d'une main aujourd'hui les véhicules dont le prix de détail suggéré du manufacturier est sous la barre des 50 000 $ dans le monde de l'électrique. Là. Il y en a pratiquement plus. Il y a Fiat qui a amené une petite 500 cette année qui est un peu à contre-courant, mais qui en même temps va répondre aux besoins de beaucoup de clients qui n'avaient plus rien à se mettre sous la dent. Mais sinon, des véhicules électriques, ça commence à peu près à 50, 55 000 et les constructeurs, dans le fond, s'adaptent avec les factures et avec les produits qu'ils amènent en fonction des crédits gouvernementaux qui sont en place. Alors, s'il n'y avait pas eu de barème gouvernemental, vous pouvez être certain qu'il y aurait eu une plus grande diversité automobile, mais comme on a décidé d'un commun accord avec le gouvernement de subventionner des véhicules à partir d'une certaine facture ou selon le type de produit qu'on fabrique, ça fait en sorte que les constructeurs se sont arrimés à ça et ont dit OK, la subvention s'étend. Nous, on va fabriquer un véhicule qui va correspondre à ça et on va s'organiser pour que la facture soit juste en dessous, de sorte qu'on puisse aller chercher un maximum de profitabilité et que la clientèle puisse profiter des crédits. Puis là, évidemment, les crédits changent avec les années. Ça vient de changer drastiquement du côté de la Colombie-Britannique. Ça explique d'ailleurs pourquoi soudainement, il y a beaucoup d'inventaire chez nous au Québec. Il y a une bonne partie de l'inventaire de la Colombie-Britannique qui s'est retrouvé au Québec parce que les véhicules ne se qualifient plus là-bas. Mais ça illustre à quel point l'industrie change rapidement et que les constructeurs doivent s'adapter. Là.
Tout à fait. Écoute, on arrive déjà à la fin. Donc, le fameux guide de l'auto va être disponible en librairie le 23 août. Donc là, le 23 août, exact. Ouais. Donc, les gens pourront aller se le procurer. C'est un ouvrage au-delà de 700 pages et qui va se détailler quelque part un peu en bas de 40 $, si je ne m'abuse. 36,95 exactement, ouais. Excellent. Donc, on incite les gens là, qui veulent se renseigner sur tous les véhicules disponibles à mettre la main sur une copie du guide de l'auto. Antoine Joubert, merci beaucoup de ta présence à Silence on roule aujourd'hui. Toujours un plaisir. Au revoir. Merci. Épisode hors série.